Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour une nouvelle émission Votre question, ma réponse. Alors aujourd'hui, nous avons la question de Karine qui, en substance, demande comment faire le tri entre les différents élans, les différents désirs, comment savoir ce qui provient de l'ego, du mental, comment savoir ce qui émane des profondeurs de l'être, ce qui est propulsé par l'âme, comment faire le tri dans tout ce qui peut apparaître là à l'intérieur de soi et qui donne une direction, donne une envie, donne une impulsion. Donc c'est une question vraiment existentielle. Parce que tous et toutes, vous pouvez être confrontés dans votre vie à des choix à produire, à des chemins à suivre, à des perspectives qui se placent devant vous, à des envies de changement, d'évolution, d'autres. Et bien souvent, eh bien, vous avez suivi l'une ou l'autre de ces envies, et puis vous êtes ensuite rendu compte quel était le produit, en quelque sorte, de cette partie égotique en soi, qui finalement ne mène pas grand-chose. Alors, cette question est évidemment éminemment légitime et pertinente, puisqu'elle sous-entend une autre question plus profonde: comment être sûr, lorsque je suis un élan, que je ne suis pas en train d'obéir aveuglément à une impulsion de mon ego, de ma tête? Comment savoir si la voie que je m'apprête à emprunter, le chemin que je m'apprête à suivre, est bien fidèle à une volonté supérieure en moi, à un appel de mon âme, dirons-nous. Alors, avant d'imaginer les différentes voies possibles, il est important que vous posiez la question sur l'état actuel, là où vous en êtes aujourd'hui. Dans votre situation, dans votre travail, votre profession, votre lieu de vie, vos relations, votre couple, la manière dont ça se passe aujourd'hui, est-ce que cela est le fruit de votre être le plus profond? Est-ce que c'est une émanation manifestée d'un élan intérieur, là, qui est vraiment à l'arrière-plan, ou c'est davantage la conséquence de choix qui ont été réalisés de manière un peu précipitée, un peu là, à la hâte, et qui donc laissent apparaître des déséquilibres, des incohérences et des disjonctions par rapport à votre nature profonde. Donc ça, c'est fondamental, parce que avant d'être en capacité d'identifier si la direction que l'on s'apprête à emprunter est fidèle à notre désir profond, à notre être véritable, il est important de déterminer, avec le plus de clarté possible, ce qui nous a amené à être là où on est aujourd'hui. Est-ce que le couple dans lequel je suis aujourd'hui, la maison ou l'appartement dans lequel j'habite aujourd'hui, la profession que j'exerce aujourd'hui, les relations que j'entretiens aujourd'hui, est-ce que tout ceci est bien fidèle à la volonté de mon être supérieur? Est-ce que je n'ai pas, là, parfois, obéi à des impulsions là, qui m'ont été
indiqué par, on va dire, ma psychologie de surface. Donc ça, c'est vraiment la première étape, c'est-à-dire être capable d'être suffisamment clairvoyant, faire preuve de suffisamment de discernement pour identifier tout ce qui, aujourd'hui, dans votre existence, est le résultat d'une manœuvre mentale, d'une manœuvre égotique. Si vous cherchez, en quelque sorte, à déterminer pour un futur si le désir qu'aujourd'hui vous traverse est le fruit de votre être profond ou une énième émanation de votre ego, sans au préalable faire ce tri-là actuel, faire cet état des lieux, vous partirez dans une direction, quand bien même elle pourrait être inspirée par votre esprit supérieur, vous ne saurez pas ensuite quel est le pas suivant. Alors, tout ça nous amène, en définitive, à cette notion de libre arbitre. Le libre arbitre, dans ce contexte-là, qu'est-ce qui nous pousse à envisager? C'est-à-dire à se poser la question de cette fameuse liberté. Est-ce que je dispose de ce fameux libre arbitre? Alors, beaucoup de personnes répondent par l'affirmative à cette question. Évidemment, j'ai mon libre arbitre, je suis en capacité de faire mes choix en toute responsabilité, de savoir ce qui est bon pour moi, et ainsi de suite. Mais quand on sait que bien souvent, on est un pur produit de notre éducation, de notre culture, du contexte social dans lequel on a grandi, de toute une somme d'influences familiales, relationnelles, professionnelles, etc., etc. Est-ce que on peut véritablement affirmer que chacun des choix que l'on fait, un choix d'aller dans un restaurant, de partir dans tel endroit en vacances, de posséder telle voiture, de vouloir habiter dans tel lieu, dans telle ville, porter tel vêtement, est-ce que tout ceci est véritablement libre? Est-ce que tous ces choix sont véritablement issus d'une unicité, ou ne sont-ils pas la conséquence d'actions reproduites en fonction de ce qui a été appris, de ce qui a été imité peut-être, et de ce qui a aussi été commis pour vivre le moins mal possible dans ce monde. La somme des choix, des actions qui sont produites par un être humain, sans même qu'il s'en rende compte, et qui ne sont que, en quelque sorte, une obéissance à l'injonction de soit aimable dans ce monde, soit un minimum capable ou en capacité de manifester suffisamment d'amabilité pour que l'on t'en donne, cette quantité-là d'actions qui sont en quelque sorte un appel à être aimé, elle est considérable. Alors évidemment que tout ça n'est pas libre, n'est pas liberté, n'est pas libre volonté, n'est pas libre arbitre. Alors, quand on produit autant d'actions sous la gouvernance de l'habitude, de la routine, de ce que nos ascendants ont pu exiger de nous de manière implicite ou explicite, il advient nécessairement que dans le temps présent, lorsqu'il est question d'obéir à cet être profond qui n'a rien à voir avec le personnage humain enfermé dans un contexte spatio-temporel et avec toutes ses allégeances et ses loyautés et ses peurs, et ainsi de suite,
Eh bien, quand il y a cette prise de conscience-là d'un profond décalage entre tous ces choix et puis celui, en définitive, de se soumettre à cette volonté, alors qui n'est pas une volonté extérieure, évidemment, qui est, quand je dis se soumettre, c'est-à-dire soumettre les forces mentales, les forces psychologiques, l'identité égotique, eh bien, soumettre tout ceci à une volonté bien plus ample, bien plus véritable, bien plus profonde, bien plus unique, qui est celle, effectivement, que chacun, en tout cas dans le contexte qui nous réunit, eh bien que chacun aspire à suivre. Alors, est-ce que le programme, si je puis dire, c'est de chercher à entendre la voix de son âme et de la suivre, ou c'est d'abord de faire le ménage à l'intérieur pour faire taire tous les ordres, toutes les injonctions, toutes les impulsions qui sont là, le bruit ambiant, qui sont simplement cette routine comportementale qui nous pousse en permanence à faire des choses par habitude, par complaisance, par compromission, par confort, et ainsi de suite. Obéir à la voix de son être profond exige un courage extraordinaire. C'est-à-dire qu'il vous place dans une situation où, si l'on vous pose la question, eh bien, vous n'êtes pas en capacité de motiver votre choix. Imaginons que là, vous sentiez un élan, un appel à quitter votre travail, à quitter la relation dans laquelle vous êtes, à quitter votre pays, à vous installer comme, je ne sais pas quoi, peintre, artiste, boulanger ou que sais-je, à l'infini. Vous sentez cette injonction intérieure. Eh bien, lorsqu'elle vient de votre être profond, vous n'êtes pas en capacité de l'expliquer, de la justifier. Ça veut dire que si l'on vous pose la question, mais tiens, pourquoi tu fais ci, ou pourquoi tu as envie de faire ça, ou pourquoi tu pars là-bas, pourquoi tu quittes cet endroit, votre tête ne peut pas répondre. Votre tête va dire « je ne sais pas ». Je ne sais pas, malheureusement, je ne sais pas, dira le mental. Et c'est là où vous pouvez parfaitement avoir un élan, une motivation qui vient des profondeurs, mais qui va être en quelque sorte récupérée, tractée vers la strate mentale pour la justifier, pour l'expliquer, pour l'aiguiller, pour faire en sorte de rassurer l'entourage, pour faire en sorte de normaliser eh bien, cet élan, ce désir, et le faire rentrer dans la case des actions qui sont raisonnables, qui ont donc une raison pour se produire. Or, je vous dis que vous devez être en quelque sorte surpris, vous devez être pris au dépourvu lorsque votre être profond eh bien, vous adresse une direction, un cap. Cette direction et ce cap peuvent être en totale contradiction avec ce que vous avez appris dans votre existence, avec les us et coutumes de votre famille, de votre entourage, avec ce que vous-même vous aviez planifié avec votre tête, et ainsi de suite. Vous devez être ouvert à ça, à cette incapacité à expliquer. Plus vous allez chercher à être rationnel dans ce qui vous fait prendre une décision, en tout cas obéir à une direction, moins vous serez ouvert ou ouverte à cette voix intérieure et qui ne va pas hurler. Elle ne va pas parler plus fort que la voix du mental, la voix de l'ego. C'est un
murmure à l'arrière-plan. Et ce murmure à l'arrière-plan exige que vous fassiez taire, ne serait-ce qu'un moment, eh bien, toutes les voix parasites de « je dois faire ci »,« j'ai besoin de ça »,« je sais ce qui est bon pour moi », ainsi de suite. C'est lorsque vous acceptez de ne pas savoir, ou de ne pas, en quelque sorte, préméditer vos actions, vos élans, et de ne pas pouvoir répondre à la question de bien, qu'est-ce que tu deviens, quoi de neuf, qu'est-ce que tu vas faire, etc., etc. Toutes ces questions qui vous assaillent, extérieurement et intérieurement, mais c'est la même chose, eh bien, accepter de ne pas répondre à ça, c'est se préparer à accueillir une direction qui émane des profondeurs. Mais cette direction, il faut être prêt à l'entendre. C'est comme une question, finalement, qu'on pose à quelqu'un. Eh bien là, c'est une question ouverte qu'on se pose à soi-même. Et il faut être prêt à entendre la réponse. Et même si la réponse vous paraît totalement absurde et contraire à tout ce que vous avez produit comme action jusqu'à aujourd'hui. C'est là où vous pouvez reconnaître cette teinte particulière et vous dire, mais tiens, je n'aurais jamais pensé à ça, ou mais d'où ça vient ça? Et ce fameux d'où ça vient ça, qui n'est pas l'endroit habituel, ça c'est aussi une indication. Et puis, là, quand je vous parle de cette notion de discernement pour l'actuel, regardez là où vous en êtes aujourd'hui, il est important de localiser l'origine de tous ces désirs, de toutes ces envies. Les désirs et envies de l'ego émanent d'un espace de manque, un espace de séparation, un espace qui se plaint de quelque chose ou qui observe une carence. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans ce discernement. C'est, en tout cas dans les premiers temps où c'est flou entre la voix de l'être intérieur et puis le brouhaha de l'ego, c'est se poser la question, lorsque j'entends cette envie, ce désir, ne suis-je pas en train de répondre à un besoin de reconnaissance, un besoin de combler un manque, un besoin de briller, un besoin d'exister dans le regard des autres, un besoin de me rassurer, un besoin d'être écouté, un besoin qu'on me dise que je suis la bonne personne au bon moment, au bon endroit, ainsi de suite. Ce constat, cette étude-là préliminaire, lorsque effectivement il y a ce flou, elle doit porter sur cet endroit potentiel qui, effectivement, vous fait faire des choses, non pas parce que c'est conforme à votre identité profonde, à votre unicité, mais pour, en quelque sorte, faire taire la peur de disparaître, la peur de mourir, la peur de ne plus exister, la peur de ne pas avoir, la peur de ne pas être aimé, et ainsi de suite. Votre être véritable se moque bien de toutes ces gesticulations qui sont là, en quelque sorte, en permanence induites par l'ego mental qui cherche à étouffer cette faille, cette béance, par toutes sortes de choses, de projets ou de projections, et qui sont là au détriment de gestes, d'élan, de mouvements qui n'ont jamais vocation à combler des manques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne croyez pas que votre être profond, votre âme, peu importe comment vous l'appelez, ne va pas vous donner des envies ou des désirs ou des élans ou des caps ou des directions qui sont forcément
confortable. Ça veut dire que vous pouvez très bien avoir un élan très fort à faire quelque chose, à quitter un endroit, à rejoindre un autre endroit, ou occuper un poste, ou en quitter un deuxième. Et ce mouvement-là, une fois qu'il est réalisé, peut vous amener dans une sorte de tourment, de questionnement, de doute profond, qui vous fait en quelque sorte vous dire mais qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi j'ai fait ça? C'est encore ma tête qui m'a mené en bateau, et ainsi de suite. Alors que il y a bien des circonstances où c'est précisément cet endroit de dépouillement, cet endroit qui râpe les couches superficielles du personnage qui devait être rejoint. C'est cet endroit-là. Vous savez, là, l'endroit où on doit se trouver pour être dans la pleine expression de ce que l'on est, n'est pas forcément l'endroit que la tête imagine. Souvent j'entends, oui, alors voilà, j'ai un élan, j'ai une envie, et si c'est fluide, ça veut dire que c'est ça, que voilà, les portes vont s'ouvrir. Mais vous pouvez parfaitement avoir un élan qui sort des entrailles pour aller dans une direction, et puis vivre en quelque sorte l'enfer à destination. Et ça ne voudra pas dire que vous vous êtes trompé, que vous avez écouté votre ego ou que vous avez fait une erreur. C'est simplement que votre être profond, eh bien, vous conduit dans une expérience qui est nécessaire, même si elle est vécue de manière douloureuse. Mais c'est une expérience nécessaire parce que fondatrice pour autre chose. C'est là où, encore une fois, quand vous cherchez à faire ce discernement entre vos élans égotiques et puis vos aspirations profondes, vous ne pouvez pas projeter quoi que ce soit sur la manière dont ça va se passer et sur le contexte. Parce que la tête, l'ego, veut quoi? Il veut que ça se passe bien. Quand il a un désir, il veut que ce désir aboutisse à quelque chose qui est rond, qui est chaud, qui est doux, qui est confortable, et ainsi de suite. Donc, écouter les élans de son être profond, de son âme, ne veut pas dire que, ce faisant, vous allez vivre des moments confortables, des moments en apesanteur. Ça veut dire que ce sont des moments nécessaires. Des moments nécessaires à votre évolution, à ce fameux dépouillement du personnage, et donc nécessaire à gagner en clarté. Gagner en clarté, c'est gagner en liberté, c'est-à-dire de plus en plus retrouver ce libre arbitre qui est une pure vue de l'esprit, une pure illusion, tant que le ménage intérieur n'a pas été fait. Tant que ce ménage intérieur n'a pas été fait, je veux dire, il ne faut pas se voler la face, il ne faut pas se leurrer. Il n'y a aucun choix qui émane en quelque sorte de rien, qui arrive là ex nihilo, comme si on avait une page blanche, un terrain complètement neutre et qu'on pouvait, tiens, je vais prendre à gauche plutôt qu'à droite. Mais non, avant même que vous choisissiez la droite et la gauche, il y a toute une cavalerie derrière vous d'années, d'influence, de génétique, d'épigénétique, de tout ce que vous voulez, qui a déjà choisi la gauche ou la droite. Alors, vous pouvez avoir l'impression de choisir. Ça vous donne, oui, je choisis, etc., je prends le temps de, etc. Alors qu'en vérité, le choix est déjà fait. Et vous ne pouvez pas faire autrement tant que... c'est un peu là, c'est ça, ce fameux cercle vertueux, tant que vous n'avez pas obéi à des choix audacieux, qui ne sont pas des choix, mais des injonctions de votre être profond qui sont audacieux, parce qu'ils vous poussent dans des directions que vous n'avez pas préméditées, qui vont peut-être engendrer effectivement
eh bien, une sorte de lessiveuse, une sorte de mise à l'épreuve, mais qui sont ces épreuves qui sont nécessaires à ce discernement. Alors, pensez bien, donc déjà ces trois aspects, c'est-à-dire où j'en suis aujourd'hui. Est-ce que la situation dans laquelle je vis aujourd'hui me donne le sentiment d'être le fruit d'une obéissance à mon être supérieur, ou est-ce plutôt le produit d'un enchaînement là, de réactions qui sont l'habitude de réponse de mon psychisme aux événements de la vie? Deuxième question, comment je regarde les événements dans ma vie dans lesquels je me donne l'impression de m'être trompé parce qu'ils m'ont un peu épluché, parce qu'ils m'ont chahuté, parce qu'ils m'ont mis à l'épreuve, parce qu'ils peut-être ont généré une sorte de souffrance, de douleur, d'inconfort, ainsi de suite. Comment je regarde ça? Parce que tant que vous jugez les événements qui, dans votre vie, eh bien, vous ont été présentés, vous ont été proposés ou imposés selon votre point de vue, eh bien, tant que vous les jugez tout ce qui, en vous, vous amène dans ces situations nécessaires. Donc ça, c'est éminemment important. Si vous jugez les situations dans lesquelles vous avez vécu des moments difficiles, avec souvent teinté de regrets, j'aurais pas dû, j'aurais dû écouter les conseils, ou alors ce fameux mensonge de l'ego qui vous dit « mais je te l'avais bien dit, au départ, tu le savais bien avant de commencer que ça allait se passer comme ça. » Cette fameuse petite voix qui serait apparue au départ. Là, je vous dis, méfiez-vous, parce que ça, c'est une invention de l'ego qui est extrêmement fort dans ce stratagème, c'est d'implanter un faux souvenir dans votre tête, vous faisant croire que lorsque vous avez fait un choix, pris une direction, eh bien, il était là, en train de vous prévenir, de vous dire, voilà, fais attention, telle personne, elle n'est pas bonne pour toi, ou tel endroit, il ne faut pas y aller, et que vous ne l'avez pas écouté. Ça, c'est une stratégie particulièrement redoutable de l'ego qui réécrit l'histoire en incluant dans le processus une sorte d'avertissement en amont de l'expérience. Et c'est faux. C'est faux, et ça induit en plus une sorte de culpabilité qui dit « mais attends, alors non seulement en plus je le savais au départ, mais je l'ai fait quand même et j'ai souffert. » Je dis « mais alors, soit je suis stupide, soit je suis masochiste. » Donc, c'est ni l'un ni l'autre. Simplement, il y a cette réécriture qui est là, qui est commune, et qui tend à vous faire douter de la validité et de la véracité des directions produites par votre être profond. Donc, soyez extrêmement vigilants sur la manière dont vous regardez votre vie passée, notamment dans ces moments particulièrement difficiles ou douloureux, ou en tout cas vus comme tels. Est-ce que vous jugez d'avoir vécu cela? Est-ce que vous estimez que vous n'auriez pas dû? Ou alors que vous auriez dû écouter cette fameuse petite voix qui, soi-disant, vous aurait prévenu en amont? Et puis, une fois que tout cela est examiné, eh bien, il y a cette nécessité de se dire, tiens, est-ce que je suis capable, est-ce que je suis prêt ou prête à obéir à une direction, à une voie, tout en étant parfaitement incapable de l'expliquer autour de moi, de la justifier autour de moi.
de ne pas avoir de raison valable au sens commun du terme pour dire oui à cela. Si vous cherchez et si vous trouvez une justification rassurante à un élan profond de votre être qui est conforme à votre unicité, il y a de fortes chances que ce soit encore une manipulation de votre mental égotique. Préparez-vous à être surpris. Ouvrez-vous à être cueilli, en quelque sorte, par votre âme qui vous enjoint d'aller dans l'inconnu. Lorsque vraiment vous vous dites « mais d'où ça vient ça ?» Je n'aurais jamais imaginé, c'est-à-dire avec ma tête pensante, habituelle, routinière, je n'aurais jamais pu imaginer un tel parcours. Là, vous pouvez vous offrir à cet itinéraire en étant quasiment assuré qu'il n'est pas un produit de votre mental pensant. Et puis, je répète, cette vigilance permanente que vous devez entretenir vis-à-vis, en tout cas relativement, à l'origine de vos élans. Est-ce que je ne suis pas, en obéissant à ce désir ou en me racontant que j'ai ce désir, ne suis-je pas en train de chercher à anesthésier une peur? La peur de disparaître, la peur de ne plus exister, la peur de manquer, la peur de ne pas savoir répondre à la question « qu'est-ce que tu fais de tes journées ?» la peur de ne pas paraître normal, la peur de sortir du lot, la peur d'être rejeté, la peur d'être pas suffisamment aimé, et ainsi de suite. Si vous décelez là une once de peur à l'origine du désir qui se manifeste en vous, là je vous dis abandonnez-les. Si c'est véritablement un appel de votre âme, de toute manière, il se reprendra à nouveau. Mais ne croyez pas que vous pouvez à la fois entretenir une sorte de brouhaha intérieur avec plein d'injonctions dans toutes les directions, plein d'envies, plein de ceci, plein de cela, plein de projets dans toutes les directions, et que, au milieu de tout ça, eh bien, entendre la voix de votre être profond. Non, c'est un murmure. C'est un murmure, mais un murmure constant. Alors, ce murmure-là, certes, il ne va pas, effectivement, il ne va pas passer au-dessus de la voix du brouillard là, égotique, mais simplement, il peut emprunter le chemin corporel, le chemin du corps physique. Ça veut dire que c'est pas forcément écouter la voix de son âme, c'est pas forcément une idée qui vous vient dans la tête comme une voix intérieure qui dirait tiens, pars par là ou fais ceci ou cela. Ça peut être une sensation, si je puis dire, une sensation physique, cellulaire, qui, en quelque sorte, vous inspire un changement. Quelque chose qui, de manière là, réitérée, vous parle dans votre corps. Tellement de personnes attendent que le corps soit impacté dans son fonctionnement pour tendre l'oreille en direction de cette voix. Donc, si vous voulez écouter la voix de son être intérieur, c'est aussi écouter, en tout cas vous connaître suffisamment pour
percevoir les différents canaux dans lesquels eh bien, cela se propage, cela s'émet. Au départ, on va dire, c'est très subtil, c'est-à-dire, effectivement, ça peut être quelque chose qui vous vient, ça peut être en rêve, ça peut être au lever le matin, ça peut être une sorte d'idée, ça peut être quelque chose que vous captez dans l'air. Mais lorsque vous réitérez des choix, des arbitrages qui sont manifestement contraires à votre unicité, à votre nature profonde et à votre voie d'évolution, eh bien, si vous voulez, cette voie profonde, eh bien, c'est comme si elle descendait, elle se densifiait pour que, en quelque sorte, vous ne puissiez pas, eh bien, passer à côté. Non pas qu'elle va, encore une fois, hurler, mais elle va se manifester dans une forme, dans un endroit, dans une dimension qui est peut-être davantage perceptible. C'est, vous savez, souvent on croit que lorsqu'une maladie se déclare, c'est plus bruyant, c'est plus impactant que la voix qui est à l'arrière-plan. En vérité, c'est pareil. Simplement que on a changé d'endroit, on a changé de secteur, on a changé de dimension. Mais c'est pas plus, c'est différent, ça prend une forme différente. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé d'attendre que cette voix se manifeste dans votre dimension corporelle pour y prêter attention. C'est en ça que vous savez, l'être humain est fait de plein de couches, si je puis dire. Et que lorsque c'est déjà descendu dans l'étage de la raison pensante, avec tous ces schémas étayés qui justifient des actions qui sont mûrement réfléchies, etc., etc., bon, quelle place on laisse là-dedans à des fulgurances, des fulgurances là qui vous traversent l'esprit, alors qui certes sont comme un chien dans un jeu de quilles, mais qui sont tellement fraîches, tellement neuves, tellement lumineuses, tellement puissantes, tellement aimantes et tellement inexplicables. Ça, là, vous devez vous connecter à ça, vous devez vouloir ça. Et vous devez vouloir aussi ce qui va avec, c'est-à-dire l'inconnu, le potentiel inconfort, le potentiel épluchage de vos couches personnelles, le potentiel désarroi de votre mental qui ne saura pas expliquer la situation et en sortir, mais qui est l'endroit dans lequel eh bien, vous êtes vous-même attendu. Et je dirais pour conclure que vous pouvez aussi vous entraîner avec votre entourage, c'est-à-dire quel regard vous portez, vous, sur vos amis, dans votre famille, vos connaissances, qui prennent des directions totalement impromptues, imprévisibles. Est-ce que vous leur demandez des justifications? Mais pourquoi tu fais ça? Mais qu'est-ce qui te prend? Mais t'es sûr de toi? Tu vas pas tout foutre en l'air? Mais t'as bien réfléchi, et ainsi de suite. Vous, comment vous appréhendez l'impromptu chez l'autre? Comment vous appréhendez cette fulgurance hors cadre, hors circuit, hors pronostic chez les gens que vous dites connaître et qui semblent là, pour le coup, parfois, eh bien, répondre, obéir à des élans qui ne sont pas issus de la strate mentale. Ça, c'est aussi un enseignement que vous devez là, vous donner. Tiens, quel regard je porte, moi, sur tous ces gens-là? Est-ce que je leur demande une explication?
Ou est-ce que je salue effectivement ce courage, cet alignement, cette cohérence, ainsi de suite? Est-ce que vous êtes de celles et ceux qui ont tendance à dire aux autres « tu n'aurais pas dû faire ceci, tu aurais dû m'écouter », ou alors de porter des jugements a priori sur l'action conduite par d'autres. Je ne sais pas ce que ça va donner son affaire, à mon avis, il va se planter, selon moi, elle n'a rien à faire avec ce type-là, selon moi, elle aurait dû garder son poste, au moins elle avait la sécurité, ainsi de suite. Donc, ce monde autour de vous est aussi en permanence en train de vous enseigner sur votre rapport à cette voix intérieure, ce rapport à cette capacité à faire le tri, et ainsi de suite. Si vous vous voyez en train d'interdire en quelque sorte ou de condamner autour de vous celles et ceux qui obéissent là à cette voix puissante intérieure, quand je dis puissante, encore une fois, c'est pas puissante par le volume, c'est puissante par les conséquences, c'est puissante par l'amour, c'est puissante par la lumière. Eh bien, si vous vous voyez en train de juger, de condamner, de remettre en question, ou de donner votre avis a priori éclairé sur ces élans-là chez autrui, dites-vous bien que vous infligez la même sanction chez vous en amont et que, au final, passé la situation, vous allez aussi vous condamner pour ça et vous allez craindre aussi qu'on vous dise bah, tiens, tu vas te planter, tu ne vas pas y arriver. Et puis cette peur d'échouer, qui est la peur finalement que l'on vous dise que vous n'avez pas, que vous avez pris un chemin de traverse, sera plus forte et sera cette mère nourricière pour tout ce mécanisme-là de production d'idées déjà mâchées, déjà expérimentées 1000 fois et qui donc ne mènent pas à grand-chose. Alors, vous voyez que cette question de comment faire le tri en soi entre ce qui provient du mental égotique et de ce qui est émanation de l'être profond, eh bien, occupe différents aspects de soi et demande, parce qu'il n'y a pas de victoire là-dedans, demande à toujours être plus au cœur de soi-même et en garder cette permanente volonté qui s'appuie sur la vigilance, cette permanente volonté de faire taire, en tout cas d'identifier en soi toutes les voies parasites, tout ce qui entretient le connu, tout ce qui entretient le conditionnement, tout ce qui favorise eh bien, les chemins déjà balisés, parce que tout ça ne vous mène nulle part, sinon à des zones de confort qui ne sont pas des zones d'élévation. Alors, entre la zone de confort et la zone d'élévation, la zone d'ascension, eh bien, il y a une zone, on va dire, autour, une zone entre deux, une zone d'apprentissage. Et cette zone d'apprentissage, c'est une zone de turbulence. Et donc, les appels de votre être profond vous font passer nécessairement par des zones de turbulence, par des zones d'inconnu, par des zones de changement. Et si vous vous persuadez que un élan de votre âme est nécessairement quelque chose de confortable, joyeux au sens psychique du terme, quelque chose qui est fluide, qui se déroule ainsi qu'on l'a prévu, ainsi de suite, je vous dis non. Ça ne veut pas dire que écouter son âme, c'est se préparer au chaos, c'est pas du tout ça que je dis. C'est simplement qu'il y a cette remise en question, il y a cette offrande à cet inconnu. Et chaque fois que vous osez ce pas vers cet inconnu, en répondant à cet appel intérieur,
vous vous confrontez, c'est-à-dire que vous pouvez sentir en vous une sorte d'appréhension qui ne veut pas dire « Ah, ça veut dire que je le sens pas, je ne dois pas y aller ». Non, cette peur-là, cette appréhension que vous pouvez sentir, la peur de vous tromper, eh bien ça, c'est les résistances de l'ego qui disent « Non, non, mais ne pars pas là-bas, on ne sait jamais, et ainsi de suite ». Là, c'est aussi un indicateur. Vous devez aussi vous appuyer sur « Tiens, là, je sens que mon âme m'appelle dans cette direction, mon ego tremble. » Alors, comme je dis souvent, je tremble, mais j'avance. J'ai peur, donc j'y vais. C'est donc, chers amis, ma réponse à cette question de comment faire le tri entre les différentes injonctions, impulsions, appels intérieurs ou extérieurs. Nous nous retrouvons très bientôt pour d'autres questions, d'autres réponses, toujours nombreuses, et je vous en remercie, avec encore un grand nombre de sujets à traiter, beaucoup de questions qui portent sur la santé, sur le corps aussi, sur cette notion de mortalité, d'usure, de vieillissement, est-il une fatalité? Beaucoup de questions sur la notion de place dans le monde, comment trouver sa place dans ce monde, comment identifier en quelque sorte ce pourquoi on est ici sur Terre, et ce faisant aussi beaucoup de questions sur les enfants, la manière dont on peut ou pas les guider, les accompagner. Ça, ce sont des thématiques effectivement qui reviennent assez souvent et que j'aurai à cœur d'aborder dans les émissions prochaines. Merci infiniment à toutes et à tous et à très bientôt.